Et à toutes et tous et bienvenue sur ce deuxième épisode du rendez-vous confinement Corona culturel. Et aujourd'hui, nous allons parler des pratiques martiales, plutôt des sports, des arts martiaux antiques et notamment grecs, puisque hier, Baikal Wood a proposé ce sujet, hein. Alors le sujet exact qui était demandé, c'était voilà, peut-on parler du pancrace et des pratiques martiales de l'Antiquité. Donc j'ai traduit cela par voilà, quels sont les grands sports de combat qui existaient durant l'Antiquité. Et c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Je vous rappelle de vous ruer dès à présent dans les commentaires pour rapidement poster le sujet que vous aimeriez voir traité pour demain, toujours à 19 heures. Et n'oubliez pas que cela peut porter sur un personnage historique, une bataille, une guerre, sur un aspect de la vie quotidienne, sur de la philosophie. Voilà, il ne faut pas hésiter à trouver un sujet. Hier, j'ai choisi tout simplement le sujet qui avait récolté le plus de pouces bleus. Donc voilà. Alors, parlons des pratiques martiales dans l'Antiquité. Alors, je ne vais pas parler tout de suite du pancrace et de l'Antiquité, mais d'abord, on va un peu définir ce qu'est un art martial. Couramment, on entend par art martial les pratiques de combat qui sont pratiquées en Orient. Hein, ça, c'est un terme qui a été un petit peu récupéré, hein. C'est un peu une appropriation culturelle qui a été faite, hein, puisque nous, en Occident, quand on parle d'arts martiaux, généralement, on parle d'arts martiaux orientaux. Et on suppose que les arts martiaux en Europe, eux, ont disparu. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas d'arts martiaux en Europe, on a des sports de combat. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens, je peux citer un sociologue et ethnologue assez intéressant qui s'appelle Norbert Elias, qui, dans la civilisation des loisirs, explique que toutes les pratiques martiales vont avoir tendance, dans une civilisation, hein, dans un processus de civilisation, vont avoir tendance à éliminer la violence de leur société et à la restreindre dans des pratiques issues de pratiques martiales, mais pas forcément, hein, pour faire un affrontement. Pour lui, par exemple, l'apparition du jeu de paume au XVIIIe siècle, eh bien, c'est une façon pour les nobles de s'opposer. Le fait de légiférer sur l'escrime, hein, arrêter les duels et permettre de faire une pratique sécurisée, est un processus de civilisation. Et ça part dans les loisirs, mais c'est un besoin de cette civilisation d'exprimer une forme de violence dans des pratiques martiales, dans des sports d'opposition. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que aujourd'hui, en Europe, on a tout un processus de redécouverte des anciens arts martiaux qui existaient par chez nous. Et ce processus s'appelle les AMHE, arts martiaux historiques européens, qui s'intéressent justement à toutes les pratiques martiales qui existent ou qui ont existé sur notre continent dans le temps. Alors, la définition qu'on peut trouver sur la Fédération française d'AMHE dit que cela se restreint uniquement aux pratiques de duel et exclut toutes les pratiques de guerre. Or, c'est une définition qui peut être contestée, elle peut être discutée. On a des chercheurs en anthropologie, en sociologie aujourd'hui qui se renseignent pas mal là-dessus, qui travaillent là-dessus. Pour en citer qu'une seule, par exemple, Audrey Tulon de Mézy a travaillé sur ces thématiques. Hein. Je vous renvoie à ces travaux, hein, qui sont fort intéressants sur le sujet. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore aujourd'hui un travail de définition sur la pratique. Pour ma part, je considère que, de manière générale, un art martial découle, hein, d'une activité guerrière. Les arts de Mars. Mars qui est le dieu de la guerre chez les Romains. Donc un art martial découle de la guerre et c'est une pratique qui, à minima, doit permettre à un homme ou une femme, hein, tout simplement, de se défendre face à un adversaire ou plusieurs adversaires, sur champ de bataille ou hors champ de bataille. Voilà un petit peu la définition qu'on va utiliser et employer. C'est une définition très large pour cette vidéo. Alors, repartons dans l'Antiquité à présent. Si on veut parler de l'Antiquité grecque, il y a plusieurs pratiques qui sont effectuées dans des gymnases. Alors le gymnase, ça vient du mot gymnoi, qui veut dire nu. C'est l'endroit donc où on pratique nu, hein, tout simplement parce qu'à l'époque, les vêtements, ça je peux en reparler, ça coûtait cher et donc on n'allait pas se salir avec. Hein, si on veut faire une pratique sportive, il y avait moins de tabous, on va la pratiquer nu dans les gymnases.
Et alors nu, hein, voilà, c'est-à-dire complètement nu ou en fonction des périodes, avec un petit linge qui protège les parties. Hein, ça dépend les zones géographiques et les périodes. En tout cas, dans ces gymnases, on va avoir une activité physique. L'activité physique est centrale dans le monde grec, puisque déjà les citoyens sont mobilisables pour la guerre, et pour être capable de défendre la cité, de porter les armes, il faut s'entretenir physiquement. C'est d'ailleurs pour ça que un des plus beaux compliments qu'on pouvait donner à l'époque à un citoyen, c'était kalos kagatos, c'est-à-dire beau et bon. Alors beau, c'est pas juste beau, ah, c'est bien, il a des jolis pecs, des gros bras, pas du tout. Hein. Ça veut dire tout simplement que son corps est bien constitué, il est bien entraîné, il est costaud, il peut partir à la guerre sans aucun problème, et puisqu'il est beau, il est forcément bon pour sa cité, puisqu'il lui permettra de survivre et de résister à une attaque extérieure. Donc kalos kagatos est un qualificatif mélioratif. C'est donc bref un très bon compliment que l'on peut donner à un citoyen, et cela découle des pratiques dans les gymnases. Alors dans les gymnases, on peut s'entraîner à tout un ensemble de disciplines sportives. Là, je vais me consacrer uniquement sur celles qui ont un rapport avec la guerre. Celui qui est le plus évident, c'est la pratique du javelot. On s'entraîne à lancer le javelot dans l'Antiquité grecque, puisque le javelot sert dans les compétitions, et notamment aux Jeux Olympiques, aux Jeux Néméens, aux Jeux Delphiques. Ça, je pourrais parler des jeux si ça vous intéresse dans un autre sujet. Hein, quels sont les différents types de jeux, quelle est leur place dans la cité. Donc là, c'est pas mon sujet. Et du coup, le lancer de javelot, eh bien, concrètement, ça peut servir à défendre la cité. Donc la plupart des citoyens s'entraînaient à minima à lancer le javelot, et donc pouvaient s'en servir pour la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que les combattants auxiliaires à la phalange, ce qu'on appelle les gymnoi, les combattants nus, hein, on retrouve le même terme, ces gymnoi, eh bien, quand ils n'ont pas assez d'argent pour s'équiper et rentrer dans la phalange, ils vont tout simplement venir sur les flancs de la formation et harceler les troupes adverses à l'aide de frondes ou tout simplement de javelots, qui est un matériel assez peu cher, et en plus de ça, on peut récupérer ceux que l'adversaire nous lance. Alors si possible, pas avec les dents, mais on peut les renvoyer à l'adversaire dès qu'on les a ramassés. Alors, le javelot, je vais le mettre de côté, puisque je crois que c'est pas trop le sens de la question qui était désirée, c'est plutôt parler du sport de combat, quoi. Hein, quand il y a une opposition, un affrontement, hein, surtout que, on l'a dit tout à l'heure, hein, un art martial, normalement, c'est pour de l'opposition. Pas forcément. Au Japon, au ninjutsu, on apprend à jeter les shurikens et tout ça, hein, donc on a des pratiques de lancer. Alors, on met ça à part, et on va parler un peu des sports de combat. Alors, il y en a trois principaux. D'abord, on va partir de la boxe. La boxe, qu'on appelle pugilat. Un pugiliste, c'est un homme qui va affronter son adversaire avec ses poings. D'accord ? Le pugilat dans l'Antiquité est un sport très dangereux, notamment parce qu'il n'y a pas de normes comme aujourd'hui de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie de poids et il n'y a pas de temps pour les affrontements. Tous les combats se font jusqu'à l'abandon ou au chaos. Et généralement, hormis dans un gymnase, dans des grandes compétitions, on ne va pas s'arrêter tout de suite, on ne va pas abandonner. C'est très mal vu. En tout cas, voilà, c'est un sport assez violent. Je ne vais pas m'intéresser, encore une fois, à la pratique sportive dans un cadre de grands jeux, ça peut être un sujet. Par contre, comment ça se passait? Alors, le pugilat, vous pouvez voir, si vous tapez pugilat sur Internet, vous verrez, ça se pratique avec des sortes de gants qui sont des lanières de cuir que l'on va enrouler autour d'abord du poignet et des os métacarpiens, c'est-à-dire protéger le côté. Tout simplement parce que on ne frappe pas avec l'avant de la main comme un boxeur moderne, tout simplement parce que si en face là on prend un coude, eh bien on peut se casser les doigts. Si on tape dans un front, on peut se casser les doigts. Donc il n'y a pas autant de protection qu'aujourd'hui. Donc on va se protéger avec des lanières de cuir qu'on va rembourrer. Parfois on va les lester, et c'était interdit, mais bon, on va mettre du plomb dedans pour frapper un peu plus fort. Donc il y avait déjà des tricheurs à l'époque. Et c'est un art martial que l'on va pratiquer en projetant sa garde. C'est une garde pro-bolée. C'est-à-dire on va projeter sa garde. Et le but, ça va être de garder à distance son adversaire, de se protéger avec ses coudes, avec ses avant-bras, tout en armant les coups pour frapper ensuite. Et là, vous avez armé votre coup et vous allez pouvoir frapper. Vous protégez, frapper, frapper, armer, frapper.
Donc ça, c'est le pugilat. Alors si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs pour cet art martial comme pour les autres, n'hésitez pas à venir nous voir en prestation avec les somatophilaques, hein, puisque nous faisons des démonstrations, où je vous invite aussi à aller voir l'entreprise Acta, qui sont spécialisés dans la gladiature, mais aussi les sports antiques, puisque la gladiature est un sport antique, et qui propose de superbes combats de pugilat et de lutte. Donc c'est vraiment des professionnels magnifiques. Fin de déplacement de produits, entre guillemets, notamment parce qu'en ce moment, on en a bien besoin. Alors, donc le pugilat, c'est la boxe, tout simplement. C'est une pratique assez régulière. On nous dit par exemple pour Athènes que les pugilistes du Pirée, donc c'est le port d'Athènes, sont vraiment les meilleurs de toute la Grèce, hein. Donc déjà les dockers à l'époque antique, ils étaient réputés pour être des sacrés bagarreurs. Et le pugilat peut servir à la guerre, notamment parce que certains mouvements du pugilat sont à rapprocher de certains mouvements martiaux. D'abord, si je reprends uniquement ce mouvement-là où on arme, mouvement que l'on voit très souvent, hein, sur les vases, et bien là on se remarque qu'il a comme une position de garde où il tient son bouclier, et ici où il tient sa lance. Et le mouvement de frappe va être le même mouvement qu'un coup de lance. Autre chose, plutôt que la lance, ce mouvement-là que l'on voit très souvent, d'accord, sur les vases, eh bien celui-ci rappelle aussi la tenue d'un bouclier ici, et là la tenue d'une lame, un copis par exemple, hein, donc une sorte de sabre antique qui va permettre de trancher. Et vous voyez, ce mouvement-là va être le même. Donc le pugilat peut être réemployé à la guerre. Alors, on met de côté le pugilat, puisque je vois que la vidéo, le temps passe, hein, c'est très dur de faire 15 minutes. C'est pas grave, on a le temps, hein. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la lutte. La lutte grecque, c'est ce qu'on appelle la lutte orthépale, c'est-à-dire la lutte sur ses pieds. Donc le but, c'est d'avoir chacun ses appuis au sol, ses deux pieds au sol, et le premier qui met un genou à terre, une fesse, la tête, peu importe, perd le combat. Alors, il y a différentes règles pour compter les points et tout cela, mais le principe est assez simple. Le but est de projeter son adversaire au sol, l'amener au sol ou le faire abandonner. Pour le faire abandonner, on peut tout simplement lui casser les doigts, casser les articulations, lui faire des prises d'étranglement. Voilà. Ce sont les grands cas dans lesquels généralement on va abandonner. La lutte orthépale était vraiment pratiquée par tout le monde. C'est quelque chose de vraiment très courant. D'abord parce que c'est facile de s'entraîner avec ça par rapport au pugilat où très rapidement on va se mettre des coups. La lutte est une pratique qu'on peut faire de manière un peu plus sécurisée. C'est pas étonnant d'ailleurs que les sports de lutte, on en trouve dans le monde entier et qu'on a des luttes traditionnelles dans le monde entier. La lutte grecque n'a rien à voir avec la lutte gréco-romaine, qui n'a rien de gréco et rien de romain, de Monsieur Pierre de Coubertin, puisque c'est en fait la lutte française qu'il avait mis au goût du jour pour les nouveaux Jeux Olympiques. Et cette lutte qui consiste à rester sur ses appuis puise ses racines dans un concept martial qui est celui de rester debout et de ne pas aller lutter au sol avec son adversaire. Tout simplement parce que sur un champ de bataille, il peut être très utile de faire une projection rapide de l'adversaire, le tirer au niveau du casque ou de la crête pour le faire tomber au sol, pour le frapper, mais il ne sert à rien de partir avec lui au sol, puisque le danger, évidemment, c'est de se faire tuer par quelqu'un d'autre pendant qu'on est en train de le maraver au sol. Donc, on lutte assez peu au sol, le but va être plutôt de projeter son adversaire. Alors par contre, là où on peut lutter au sol, c'est le pancrace, la troisième discipline possible, hein, pancration, celle qui autorise toutes les formes de coups, hein, il y a très peu de règles. Donc là, c'est un petit peu le MMA antique. Et là, on peut se dire que voilà, c'est une pratique extrêmement dangereuse, bien que les antiques disaient que le pugilat était plus dangereux, car le pugilat, comme il y a uniquement des coups principalement descendants sur le visage, ils considéraient que c'était plus dangereux. Très souvent, au pancrace, aux époques antiques, on peut donner donc des coups de pied, mais on va plutôt utiliser les poings, on va taper avec les mêmes méthodes qu'au pugilat, et si on le peut, on va rentrer au corps à corps et tenter de projeter son adversaire. Si on arrive à le projeter au sol, puis après à le frapper, c'est gagné. Mais évidemment, quand on commence à se faire entraîner au sol, il est très facile de tomber avec l'adversaire, et dans ce cas-là, le pancrace autorise la lutte au sol. Lutte au sol et frappe au sol. Alors, on a un membre de l'association, William Lemaire, qui travaille sur ce sujet, qui a fait un mémoire d'études, hein, de fin d'études là-dessus. Donc pareil, hein, je vous invite à peut-être qu'il peut se trouver, ou ce dernier fera des démonstrations hein, durant notre saison et pourra en parler. On publiera peut-être un article. Alors on est en train de faire un site internet, pareil, hein, je fais des petites parenthèses, un site internet pour l'association, et dessus vous trouverez des articles.
Alors, toute chose étant, ce Pancrace va surtout connaître ses lettres de noblesse pendant l'époque romaine. C'est surtout à l'époque romaine qu'on va commencer à développer à grande échelle le Pancrace, puisque les Grecs apparemment semblaient rechigner à lutter au sol, bien que le Pancrace soit déjà répandu. Il ne fait pas partie, par exemple, des 5 épreuves du pentathlon. Voilà. Ça, pareil, j'en parlerai si on parle des Jeux Olympiques. Alors, je vais finir sur les 5 dernières minutes de la vidéo, et j'espère ne pas être trop long, par une dernière chose. Eh bien, un art martial qui est très souvent oublié dans le monde grec, en fait, finalement, qui est l'art martial principal, l'oplomachia. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On a, pendant longtemps, essayé de débattre pour savoir quelle était la pratique martiale bien préparée, bien faite, la plus ancienne sur notre continent. Et il n'y avait pas de traité. Hein. On a des ouvrages, des iconographies, notamment pour le monde égyptien, où on a l'usage de bâtons, on a des positions de lutte, bref, des choses qui ressemblent à des traités. Mais bon, on n'a pas de traité écrit, on n'en a pas de traces, malheureusement, on n'a pas de preuve de cela, sauf pour le monde grec. À partir de l'époque grecque et de cette époque classique dont je parlais hier, on va commencer à tout écrire, à tout scienticiser, je ne sais pas si ça peut se dire, en tout cas à mettre par écrit toutes les formes d'art et de science qui existent dans le monde grec. Eh bien, on a un homme qui s'appelle Démocrite d'Abdère, qui est assez connu parce que c'était un atomiste convaincu. Donc, c'est un homme qui était convaincu que voilà, les atomes étaient à la base de toute chose. C'est un homme qui a fait plein de traités, plein d'ouvrages, plus de 53. Et sur ces 53 ouvrages, dans les arts, hein, donc ça c'est Diogène de Laërce, qui est un auteur du IIIe siècle de notre ère, qui en parle et qui dit, voilà, j'ai un ami dans sa bibliothèque, il a les 53 ou 54 ouvrages de Démocrite d'Abdère, donc un homme de la fin du 5e et du début du 4e siècle avant notre ère. Et ce Démocrite d'Abdère a écrit un ouvrage qui s'appelle Poléma, hein, donc sur la guerre en fait, et qui est divisé en 3 parties. Stratégica, donc toute la partie stratégique, Tactica, donc toute la partie tactique, donc l'organisation sur le terrain hein, des troupes, l'organisation des rangs, et surtout Oplomachia, donc la façon de se battre en tant qu'hoplite. L'hoplite grec, c'est le combattant principal des cités-États. Il se bat avec une lance et un bouclier, hein, pour vraiment résumer, dans une formation compacte qu'on appelle la phalange. Mais vers la fin du 5e siècle et au début du 4e, les hoplites, de plus en plus, sont menés à se battre en dehors de leur formation, sur les ponts des navires, durant des batailles de siège, durant des batailles d'escarmouches. Et la compétence qui consiste à manier sa lance et son bouclier de manière individuelle va commencer à être recherchée et à être enseignée. Et on a des maîtres d'armes qui vont l'enseigner dans les gymnases. De même que des taxiarques, donc des maîtres d'archerie, vont enseigner eux aussi dans les gymnases, à partir surtout du 4e siècle avant notre ère. Hein. D'ailleurs, on le voit marqué dans les serments des éphèbes, où on nous dit qu'ils apprennent à servir même de la catapulte, de l'arc, et de la lance et du bouclier et du javelot. Donc, ils vont apprendre l'art de combattre en tant qu'hoplite, et là, on parle vraiment d'un art martial, puisque on va pratiquer avec un armement dans un but d'opposition sur le champ de bataille. Et il y a des grands maîtres d'arts martiaux qui existaient. Alors plus tard, qu'en cite quelques-uns, alors il y a 2 exemples que je vais vous citer. Je ne me rappelle plus des noms, mais il y en a un où il nous dit que voilà, pendant une guerre alors je crois que c'est en Lydie, donc en Asie mineure, eh bien on a une cité-État grecque qui avait un maître d'armes. Et voilà, il y a des ennemis qui arrivent et ils vont mettre le maître d'armes sur un chemin. Ils vont dire voilà, c'est pas beaucoup d'ennemis hein, qui attaquent. Toi, tu t'occupes de garder l'ennemi ici. Et en fait, lui, il ne va pas y aller. Il va s'enfuir, tout simplement. Alors, plus tard, s'en moque, hein, tout simplement parce qu'en fait, il sait pratiquer dans un gymnase, mais il ne sait pas pratiquer en dehors d'un gymnase. Donc, on se moque beaucoup des professeurs d'arts martiaux. On a un autre exemple où on nous dit que les Spartiates eh bien, refusaient les maîtres d'armes, tout simplement parce que pour eux, c'était pas ça le plus important. L'important, c'était de se battre en formation, en groupe, de garder le pas, d'avoir une condition physique forte et d'avoir un sacré mental. Pour eux, tout le reste, voilà, hein, il n'y a pas besoin. Ta lance, bout pointu, tête de l'autre. C'est facile. Donc, surtout en formation. Mais malgré cela, eh bien, on voit que en fait, la pratique de l'oplomachia va se répandre. D'ailleurs, à tel point que on enseigne encore l'oplomachia au moment où l'hoplite a disparu, en tant que tel. Hein, dans la phalange hoplitique a disparu. Donc, à l'époque hellénistique, on enseigne encore l'oplomachia. À l'époque romaine aussi. Et d'ailleurs, et ça me fera une très bonne liaison si un jour on parle du monde romain
et on parle de gladiature, chez les gladiateurs, on a l'hoplomach, donc le combattant qui s'inspire du monde grec et de l'hoplite, qui va pratiquer avec une lance et un petit bouclier circulaire. Alors bon, il est différent, hein, mais qui en fait est l'héritier de cet art martial à l'époque romaine. Et ça va permettre à l'hoplomachia de perdurer quasiment jusqu'à la fin du 4e siècle de notre ère. Donc il y a une longue période de pratique de l'hoplomachie, et d'ailleurs on peut considérer que c'est le premier art martial européen, historique européen, qui existe. Ce qui fait que, avec les somatophylactes, on peut s'inscrire dans cette mouvance des arts martiaux historiques européens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre des pouces bleus en commentaire pour les sujets que vous préférez, si vous n'avez pas eu la chance d'être parmi les 3 premiers à poster. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, d'abord à 13 h pour les séances sportives, toujours, et puis à 19 h pour le prochain rendez-vous culturel qui sera sur un autre sujet, et j'espère qu'il sera aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Merci à vous, et à bientôt, portez-vous bien.